C'est bon. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue Cécile Flora dans cette chaîne que j'ai sur YouTube, que j'ai appelée Ils ont osé. Ils ont osé parce que ça s'adresse à toutes les personnes qui un jour ont quitté un travail qui leur amenait certes une sécurité financière, mais plus beaucoup de plaisir, pour aller vers un métier beaucoup plus, moi j'appelle ça un job bonheur, un métier qui vibre plus. Et mon souhait avec cette chaîne, eh bien, c'est d'inspirer toutes les personnes qui hésitent, qui ne savent pas trop, à peut-être faire le pas d'aller vers autre chose. Bonjour, bonjour Cécile, bienvenue dans cet entretien. Merci, bonjour Anne-Chantal et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder. Alors, peut-être que je vais vous dire déjà comment j'ai connu Cécile Flora. En fait, j'ai connu Cécile Flora à la montagne, à Pralognan, dans le fief de Polo Pironet. Et on a eu l'occasion de partager des repas ensemble, de faire des petits bouts de marche ensemble. Et j'ai adoré l'énergie de Cécile Flora et j'ai eu envie. Et puis après, alors, dernièrement, j'ai vu ses réels sur les différents types de l'énéagramme. Et j'ai trouvé ça tellement drôle. Je dis, cette fois, je passe à l'action. Je lui fais la demande si elle est d'accord d'être interviewée. Et Cécile, est-ce que tu peux peut-être, pour les gens qui nous écoutent, présenter qui tu es et ce que tu fais actuellement? Je m'appelle Cécile Flora. Effectivement, je travaille avec l'énéagramme, mais c'est surtout un outil passion, un enseignement de cœur. Je suis tombée dans la marmite de l'énéagramme quand j'avais 16 ans. Pile au meilleur moment de ma vie, c'est arrivé à un moment où j'en avais vraiment besoin, où j'avais besoin de me comprendre, besoin de comprendre les gens autour de moi, besoin de comprendre les interactions, surtout besoin de comprendre le véhicule que je conduisais depuis 16 ans en pilote automatique. Et je suis tombée dans cette marmite et j'ai adoré. Je suis allée voir des spectacles sur le sujet, je suis allée me former à différentes approches, différentes écoles, avec cette volonté un jour d'en faire mon métier, mais on reviendra un peu plus tard sur le sujet. Je ne savais pas trop comment organiser ça. Et donc, après une longue période de 10 ans, je suis enfin aujourd'hui formatrice et je forme à ce fabuleux outil de connaissance de soi. Et je fais aussi du coaching individuel en perso et en pro pour utiliser, donc apprendre à mieux se connaître et comprendre à utiliser nos fonctionnements dirigés vers un objectif qui est plutôt écologique pour soi. Et dernière carte, je prépare aussi un spectacle dans lequel je vais avoir à cœur de mettre en scène les différentes dynamiques de personnalité parce que apprendre en se marrant, comme on le sait, ça crée des ancrages émotionnels et c'est toujours plus facile. Et je trouve que par l'humour, moi j'ai toujours dit, l'humour est la vaseline de la pédagogie. Donc j'ai vraiment à cœur de transmettre aussi cet outil par le biais de la scène. Eh bien, Voilà. merci pour cette présentation riche. Donc, comme vous pouvez entendre Cécile Flora, vous vous rendez compte qu'elle a beaucoup exploré cet outil de l'énéagramme, mais surtout, eh bien, elle a aussi tout ce côté plus artiste, plus il y a quelque chose de très pétillant, de vouloir mettre du fun dans ce que tu fais. Et ça, c'est une énergie qui m'a beaucoup attirée. Mais moi, ce que j'entends, c'est que tu es tombé dans la marmite vers 15-16 ans, mais tu as mis 10 ans pour faire ce métier de cœur, si je peux l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 années? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais cette passion quand j'avais 16, 17 ans, et puis c'est à l'âge où on doit s'orienter, choisir les études. Et en fait, on ne les choisit pas vraiment, puisqu'en fait, finalement, ça dépend surtout du bulletin de notes. Bon, et puis moi, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Et je suis complètement paumée. Et je me souviens dire à la personne qui m'a formée à l'énéagramme à cette époque-là, donc j'avais 16, 17 ans, qui m'a formée, qui m'a initiée en tout cas, je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire comme métier en ayant cette passion sur… voilà, parce qu'il n'y avait pas que l'énéagramme qui m'intéressait, il y avait tout un tas d'outils de développement personnel. Et puis, je me dis, bon, tiens, allez, si je faisais des études d'hôtellerie.
Parce que je me dis, en fait, si je fais des études d'hôtellerie et que finalement, je vais travailler dans un environnement où j'ai de la clientèle, peut-être que ça peut être hyper intéressant. Enfin, voilà. Donc, je pars dans l'hôtellerie. Donc, je fais l'école hôtelière. Je travaille dans l'hôtellerie de luxe. Effectivement, l'énéagramme m'a beaucoup servi, que ce soit dans l'interaction avec les clients, avec mes collègues, avec mes managers, avec mes directeurs. Et je m'en sers, mais plutôt comme un outil pour moi. Et je me rends compte que je me dis, j'ai une petite voix qui me dit, bon, bah, ok, super, c'est bien, tu arrives à t'en servir dans le domaine pro, mais pourquoi t'en ferais pas ton métier? Tu vois, ça, c'est toujours un truc comme ça qui me reste. Puis un jour, je claque la porte de l'hôtellerie et puis je décide de me former. Je fais un master RH parce que pareil, je me dis, purée, peut-être que le master RH, ça serait bien parce que ça me permettrait de travailler dans une structure, ce que je pensais être, pour moi, faire un master RH voulait dire travailler au département des ressources humaines. Et donc, je me suis dit que j'allais pouvoir amener une démarche humaniste et que l'énéagramme et tout ce que j'avais appris sur l'être humain allait pouvoir m'être utile. Bon, je fais des études de RH et là, je me rends compte qu'on fait de la gestion de la paye, de la finance, du droit, mais on ne fait pas de développement humain, on ne parle pas d'être humain, on ne parle pas de ressources. Et là, je prends une grosse claque. Bon, je me dis, OK, je finis mon diplôme et je travaille pendant 10 ans dans les ressources humaines. Et pendant ces 10 années, j'ai cette volonté de vouloir créer ma boîte, de vouloir, je ne sais pas, transmettre l'énéagramme d'une certaine manière, mais ce que j'ai identifié une croyance limitante plus tard qui me dit, non, mais en fait, jamais de la vie, tu pourras mener à bout de bras une entreprise, surtout à 20 ans, puis après à 21 ans, puis à 22 ans. Puis j'ai toujours des bonnes excuses pour ne pas le faire, de me dire, en fait, tu ne seras jamais capable d'être autonome, d'aller chercher des clients. Et je me fais tout un monde de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est une très belle excuse pour continuer dans la sécurité et de continuer ma carrière dans les ressources humaines. Il faut savoir que pendant toutes ces années-là, je continue de me former. Tous mes congés, mes 5 semaines par an, je les passe à Paris, à aller me former, à Lausanne, à aller me former, et je continue. Et je continue vraiment à faire grandir cette passion et à m'en servir dans le travail et à voir vraiment que c'est un outil qui est juste passionnant, hyper intéressant. Et surtout, je vois les résultats sur le terrain. Donc, d'une certaine manière, ça m'a aussi permis de valider mes acquis, de les pratiquer en entreprise. Et peut-être aujourd'hui, c'est aussi ce qui me sert quand je crée des scénarios, quand je crée une formation, d'utiliser finalement toutes ces références, toutes ces expériences passées dans le monde de l'entreprise. Puis du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, j'ai vraiment déchanté, j'ai implosé. Je me suis formée à la PNL. À la PNL, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait un gros décalage entre mon rêve, mes aspirations, qui j'étais vraiment, ce que je voulais transmettre, et le job que j'avais qui finalement me satisfaisait pas du tout, à part sur l'aspect financier. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est une sécurité comme une autre. Et du coup, là, je me suis lancée dans le grand bain, mais là, pour le coup, j'ai lâché gros en me disant, OK, maintenant tu vas sur un projet cœur, lance-toi et le filet apparaîtra. Et donc, j'ai enfin osé à 30 ans. Eh bien, quelle belle histoire, quelle belle histoire. Écoute, donc, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a... Parce que moi, ce que je vois chez mes clients, c'est que souvent, il y a un truc particulier. Alors, ça peut être la maladie, ça peut être un accident, mais ça peut être aussi un gros conflit, ça peut être une délocalisation, enfin, ça peut être plusieurs choses. Est-ce que chez toi aussi, il y a eu un événement qui, à un moment donné, a dit non, là, cette fois, c'est trop... Oui, en fait, j'arrivais à me satisfaire de ce que je vivais, parce que j'avais des collègues extraordinaires, j'avais une liberté incroyable, j'avais un patron super. Enfin, vraiment, je ne peux, enfin, je peux pas cracher dans la soupe. J'ai vraiment eu de très, très, très belles années de salariat. Je travaillais dans une grosse boîte américaine à Genève et franchement, c'était vraiment génial. Je voyageais beaucoup, etc. Donc, en fait, finalement, c'était très cool tout ça. Et puis, il y a eu un changement de direction. Et en fait, ce directeur m'a harcelé moralement sur ma personnalité, sur qui j'étais. Et il a touché à quelque chose d'extrêmement fondamental, c'est qu'il est allé directement pointer ma joie de vivre en me disant, ta joie de vivre est factice, ton rire me dérange, ta bonne humeur est agaçante, on n'est pas là pour rigoler au travail, je supporte pas tes éclats de voix. Et histoire véridique, il m'a du coup placée dans un bureau seul et avec des murs capitonnés. Donc, il faut savoir que c'est pour ça que j'ai gagné par la suite le procès pour prouver le harcèlement moral, parce que c'est une histoire qui a vraiment pris une ampleur, c'est-à-dire un harcèlement moral tous les jours, pendant 6 mois, sur vraiment ma personnalité et qui j'étais. Et ce qui est hyper intéressant dans cette histoire, c'est de se dire que
et quand je parle de révélation, c'est que si demain je le croisais, je pense que c'est la personne que je remercierais, puisqu'en fait, s'il m'avait pas mis tellement comme ça en inconfort, jamais j'aurais quitté ce confort qui était ma vie de salarié. Et il m'a fait révéler à moi-même le fait que, en fait, je me souviens, en fait, je me vois encore apeurée et lui dire, mais je suis tellement désolée, c'est moi, en fait, je peux pas faire autrement. Le fait de rigoler, d'avoir des éclats de voix, de rigoler à la machine à café, de rigoler à gorge déployée. Je lui ai dit, je suis vraiment désolée, j'aimerais tellement faire autrement, mais je peux pas. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point, pour moi, c'était tellement important d'être dans le partage avec les collaborateurs, de rigoler, d'avoir ouais, vraiment au téléphone, d'être vivante, quoi, d'être en vie. Et donc, j'ai essayé de me conformer, de me dire, putain, il faut que je garde ce job. Du coup, je vais essayer de me faire petite. Et j'ai dépéri de fil en aiguille jusqu'à pleurer dans les toilettes, pleurer chez les clients, pleurer en allant au travail, pleurer en partant du travail et à vouloir avoir envie de mettre fin à mes jours parce que je me suis dit, bah, de toute façon, vu que mon travail, c'était ma seule. Je voyais que ça, je pouvais faire que ça. Je voyais pas d'autres solutions. Et puis, une fois que votre estime de vous, elle est mise à mal, ben, je me disais, ben, je suis une employée comme moi, enfin, vu comme il me décrivait, je me disais, jamais je vais trouver du travail. Donc, en fait, je me suis dit, ben, si je trouve pas de travail, je vais être au chômage. Et puis, après 2 ans de chômage, ben, du coup, je vais être au RSA et puis je vais foirer ma vie. Et je suis vraiment allée très, très loin dans la projection terrible de ce qui allait m'arriver. Catastrophique, ouais. Catastrophique parce que j'avais donné du pouvoir à cette personne de me définir comme lui me voyait en occultant complètement toutes les personnes qui m'avaient apprécié, qui m'appréciaient encore et pour avec qui ça se passait bien. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir à quel point des fois on peut donner du pouvoir à un parent, à un grand-parent, à un collègue, à un patron. Et je me suis laissée, parce que là pour le coup, je lui ai donné le pouvoir de me mettre complètement à terre. Et c'est de là que je me suis dit, waouh! Et c'est pas venu tout de suite, en fait, comment j'allais transformer ça. Parce que là, à ce moment-là, j'avais les 2 genoux à terre, j'avais la tête au sol et j'étais dans un état qui faisait que je ne pouvais pas imaginer comment allait être la suite. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Enfin, moi, ça me donne des frissons. Et en tout cas, moi, je rencontre souvent ça. C'est à un moment donné, quand on est dans un travail qui ne nous correspond plus du tout. Alors oui, là, en plus, tu as eu un responsable maltraitant, mais notre estime de soi, elle descend, 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 parce qu'on n'utilise pas nos compétences ni nos talents. Et au bout d'un moment, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement. Plus on est fatigué, plus on est épuisé, plus on va être sensible à ce qu'on nous dit qu'on n'est pas ou qu'on est. Et c'est vrai que ça peut amener une sacrée dégringolade au niveau de l'estime de soi. Maintenant, j'aimerais te demander, si je te disais, quels étaient les mots que tu pourrais associer à ta vie d'avant? Ouais, j'aurais dit une sorte de routine. Routine. Peut-être un non-sens. Alors, je m'étais jamais posé cette question. Ouais, ah bah genre, je sais pas. Ouais, peut-être un non-sens, enfin, quelque chose un petit peu d'automatique, j'ai toujours kiffé la vie et j'ai toujours trouvé des moyens de rigoler. D'ailleurs, en entreprise, je faisais souvent le clown, j'imitais mes collègues, je faisais souvent la clown. C'est souvent pour masquer, pour le coup, je faisais souvent la clown pour masquer une certaine tristesse, certains manques de sens. Et pour le coup, c'était plutôt une stratégie pour éviter le côté déprimant ou le côté je me suis pas accomplie, donc du coup, autant que je fasse la clown là où je suis, quoi, même si c'était pas vraiment adapté. C'est intéressant ce que tu dis. Routine, non-sens, déprimant. Tu as encore utilisé d'autres mots, je ne me rappelle pas tous, mais... Et si je te disais maintenant les mots de ta vie de maintenant? Ah bah, en fait, déjà, pour moi, il y a de la joie de vivre, il y a du dynamisme, il y a beaucoup de transmission, beaucoup de partage, beaucoup de rigolade. Ben, tu me demandes ça alors qu'aujourd'hui, j'ai à nouveau tourné. Je me suis réveillée ce matin, j'ai pris mes 9 t-shirts colorés, j'ai fait une vidéo rigolote pour mettre sur les réseaux. Je vois que ça fait rigoler les gens, je vois que les gens, ils ont des prises de conscience, des déclics, alors que moi, je mets juste de la légèreté, de l'humour et juste, voilà, bordéliquement moi. Et je me dis, waouh, en fait, c'est juste ça la vie. C'est juste, ah oui, c'est en fait faire converger
nos talents, nos dons, nos appétences naturelles pour juste, voilà, juste être nous, dirigés vers un objectif, en fait, l'objectif de transmettre, l'objectif d'être sur scène, l'objectif de, peu importe, construire quelque chose, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, ce matin, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en fait, c'est si simple que ça. Waouh, c'était à portée de main quand même. Alors, c'est peut-être si simple que ça, mais moi, ce que j'observe quand même, c'est que ça demande un peu d'audace. Oh Et, oui! et ce que je rencontre souvent qui freine les personnes, c'est cette fameuse sécurité financière qu'on imagine avoir, parce que c'est pas parce qu'on est salarié qu'on risque pas de se faire un jour licencier, que ça risque pas de capoter, mais quand même, comment toi, tu as géré le changement en lien avec le fait de lâcher cette fameuse sécurité financière dans le salaire pour partir dans l'entrepreneuriat? Je vais parler très cash. En Suisse, je gagnais très, 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 très bien ma vie. Donc, j'ai lâché quelque chose de très confortable, avec un train de vie qui allait avec, donc des traites, des dettes qui allaient avec, appartement, voiture, etc. Et en fait, j'ai été très claire avec moi-même. C'est qu'à un moment donné, je me suis regardée dans le blanc des yeux, je me suis dit, mais ça, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et en fait, déjà, la première chose que j'ai fait, c'est commencer par acheter plein de choses seconde main. Pour un objectif déjà, un, écologique, pour deux, un objectif aussi économique. Et j'ai commencé à changer petit à petit mon habitude de consommation. Parce que je rentrais dans les magasins, je ne regardais jamais les prix. J'achetais une voiture parce qu'elle me plaisait. Je partais en voyage ou en week-end tous les mois. Pourquoi? Pour fuir une routine, pour fuir une tristesse, pour fuir un ennui. Et j'ai changé petit à petit les choses en me disant déjà, tu sais quoi, il y a des trucs dont tu n'as pas forcément besoin. Et donc, finalement, ça m'a changé la perception des choses. Et puis, j'ai fait aussi un truc. Moi qui étais une très grande sportive de salle de sport, muscu et compagnie, j'ai arrêté mon abonnement à la salle de sport et je suis allée mettre mon nez dehors. Et je suis allée pratiquer des sports en extérieur pour me remplir avec du vrai oxygène de l'extérieur, rencontrer des vrais gens et aller à la rencontre de la nature. Et donc, j'ai changé pas mal d'habitudes déjà de vie. Et en expérimentant, parce que moi, je suis quelqu'un qui est plus beaucoup dans l'expérimentation, je me suis dit, waouh, en fait, c'est chouette, ça me convient vachement mieux. J'ai changé mon mode d'alimentation aussi, plus en slow food, voilà, local, aller rencontrer les gens. Et donc, j'ai changé petit à petit des choses comme ça qui faisaient que je me suis dit, waouh, en fait, je passe d'une vie rapide, tout vite, il faut se dépêcher, puis on rentre en voiture, puis on va à la salle de sport, on fait ci, puis on fait ça, puis on comble l'agenda, puis le week-end, en fait, il faut se dépêcher. Enfin, et j'ai fait redescendre déjà ça. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, Peut-être juste si je résume, tu me diras si... Moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais passé d'un paradigme à un autre paradigme, avec la croyance qu'il faut avoir de l'argent, qu'il faut avoir une belle voiture, qu'il faut avoir un bel appartement, qu'il faut aller à la salle de sport pour se faire du bien. Et tout d'un coup, tu as pris du recul par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que les besoins n'étaient pas identiques, mais tu t'es rendu compte qu'il y avait plein d'autres moyens, d'autres stratégies pour nourrir ce qui était essentiel pour toi. oui. Et autre chose que tu as dit, que je trouve super importante aussi, que je relève pour ça, c'est que tu as dit, je fuyais l'ennui, la routine, ce qui ne me plaisait pas, en consommant quelque part, hein, par des voyages, Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Mais en fait, au moment où on a un travail qui nous plaît vraiment, eh bien, c'est vrai qu'on fait nettement moins de dépenses. Moi, je l'ai expérimenté avec le shopping. Eh ben, j'achetais tous les jours des choses sur Internet pour combler en fait un vide émotionnel. Et pendant toutes mes années de salariat, j'étais en surpoids. J'ai quitté mon job, j'ai perdu, et ça c'est véridique, ça peut se voir sur les photos, j'ai perdu 12 kilos sans rien faire, en arrêtant le sport en salle, en arrêtant de me maltraiter avec des restrictions alimentaires, voilà, parce que je faisais des courses, je faisais des mud days, je faisais plein de trucs de sport, des semi-marathons, des 10 kilomètres dans tous les sens pour me prouver des choses, pour aller me chercher, parce que je me disais, allez, vas-y. Et j'étais pas dans le plaisir. J'étais pas dans l'envie de le faire. J'étais dans le il faut, je dois, et dans une espèce de carcan. Et comme tu dis, oui, effectivement, j'ai changé de paradigme et je suis juste allée en extérieur faire des choses que j'avais envie. Je me suis foutu la paix et j'ai fait les choses parce que j'en avais envie. Financièrement, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que
j'ai décidé de trouver des moyens de gagner de l'argent de manière passive. Et ça, c'est grâce à un livre qui s'appelait La semaine de 4 heures, où j'ai compris qu'en tant que salarié, j'ai changé mon temps contre de l'argent. Et j'ai pris le livre, je me suis énervée, j'ai dit, mais nom de Dieu, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Mais c'est pas possible, mais dans quoi je me suis foutue? J'ai échangé mon temps contre de l'argent pendant toutes ces années, alors que finalement, mon salaire, si tous les mois j'avais mis 2 000 € sur peu importe, du bitcoin, sur de l'immobilier, sur l'achat d'un garage, en fait, aujourd'hui, je serais à la retraite. Et je me suis rendu compte de ça, il y a une prise de conscience, j'ai dit, waouh! Et du coup, je me suis dit, OK, donc en fait, à partir d'aujourd'hui, l'argent que tu as ou que tu peux avoir ou que tu peux obtenir, tu l'investis. J'ai vu l'argent comme étant des potentiels investissements dans des formations, dans l'immobilier, et j'ai plus pris l'argent comme étant de l'argent dont alors, moi j'ai toujours une bonne relation avec l'argent, mais les gens appellent ça des dépenses, moi j'appelle ça de l'investissement. Et j'ai utilisé l'argent comme étant une énergie qui me revient, que je donne, qui me revient, que je donne, qui me revient, et je l'ai utilisé autrement. Et déjà ça a changé énormément de choses. Parce que d'investir sur soi, et donc un des meilleurs investissements que j'ai fait, c'est de me payer un coach à qui je suis venue le voir en lui disant pourquoi je suis faite. Pourquoi, en 2 mots. Et je veux trouver ma mission, je veux trouver ce pourquoi je suis faite sur Terre, je suis venue pour une raison. J'ai besoin de faire converger ça vers une direction, je me connais très bien, blablabla. Et j'ai investi sur moi et ça a été un déclic de malade. Et là, pour le coup, c'était vraiment voilà, de voir comment j'ai vraiment fait changer ma vision de choses. Pas, je vais dépenser dans du coaching, oh là là, mon Dieu, c'est cher. Oh là là, le prix de la séance. Non, je me suis dit, vas-y, investis sur toi. Et la deuxième chose que j'ai faite dans le même temps, quand j'ai quitté mon job, c'est j'ai reçu un mail de Paul Pironnet. Il y avait un PNL Power, c'est 2 jours et demi de PNL à fond de balle sur un week-end. Et le week-end se termine par une vision à 5 ans, 3 ans, 1 an de où est-ce qu'on se voit. Et là, on s'autorise à rêver et à se projeter en fait dans la vie en disant, mais je me dis, mais jamais j'ai fait ça de ma vie, de me dire, tiens, où est-ce que je suis à 5 ans, à 3 ans, à 1 an, et m'autoriser à rêver et à voir grand et à ouvrir le champ des possibles. Je me suis dit, mais on ne fait jamais ça en fait. Mais c'est super. Mais évidemment que c'est chouette de s'autoriser. Et même si tout ne se réalise pas au millimètre près, en fait, l'idée, elle y est. C'est quoi qui me fait rêver? C'est quoi qui me fait me lever le matin? Et ça a été un gros déclic. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que tu ne parles pas dépenses, tu parles investissement. Et j'ai l'impression que dans l'ancien paradigme, c'était des dépenses de compensation. Hein. Tu parles d'investissement et tu parles d'investissement sur toi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel dans ce que tu dis, peut-être pas de cette manière-là, mais tu as fait la paix avec toi-même, en fait. Et ça a eu des répercussions, alors, sur ton travail, mais ce que j'entends aussi, beaucoup sur ta santé. Parce que c'est impressionnant de se dire que je lâche les régimes, je lâche le sport en salle, je me fais plaisir et je perds 12 kilos. Je trouve ça incroyable, quoi. C'est un truc de ouf, quand même. C'est un truc de ouf. Ah ben oui, en fait, j'ai juste appris à vivre. J'ai pris le temps de parler avec mes voisins que je connaissais pas. J'ai pris le temps d'aller à pied à mes séances de wake surf sur le lac d'Annecy. Enfin, j'habitais au bord du lac d'Annecy et je prenais pas le temps. En fait, je faisais les choses de manière pressée. J'allais au marché, j'étais pressée. J'allais faire du sport, j'étais pressée. Et là, je me suis dit, mais plus jamais ce rythme de vie, de sortir dans les bouchons, d'être énervé en voiture. Je me suis dit, mais c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas, non, mais moi, je ne veux pas de ça. Et ça, c'est les lectures qui m'ont fait prendre les déclics. Alors après, si les gens n'aiment pas lire, il y a plein de vidéos aujourd'hui, mais moi, vraiment, ce livre, La semaine de 4 heures, mais il fallait me voir. En fait, j'ai lu le bouquin. C'est comme si j'étais énervée qu'on m'ait jamais dit ça avant. Comment ça? Comment ça, en fait, on peut vivre de revenus passifs? Mais oui. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Mais c'était tellement évident que je m'en voulais de ne pas avoir percuté toute seule de ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, quand sur la fin de ma vie de salarié, alors j'avais pas le droit de mettre des écouteurs au travail. Et en fait, du coup, vu que j'avais les cheveux vachement plus longs, je cachais un AirPod comme ça. Et je me souviens que j'écoutais effectivement des vidéos de PNL. Et je me rappelle, j'avais une petite voix qui disait, ouais, genre, on peut vivre la vie de salarié. Mais bien sûr. Et il y avait une partie de moi qui avait envie d'y croire, c'est pour ça que je les écoutais, puis il y a une autre partie qui faisait ouais. Bah, en fait, c'est vrai.
parce que finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors voilà, il y a tout un tas d'étapes, mais la première étape, c'était déjà de me foutre la paix, de laisser du vide, d'investir sur moi, et puis d'aller voir, en fait, ben voilà, c'est quoi cette fameuse raison d'être. J'ai une question. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a de la peine à rêver, tu vois, à me projeter dans un truc de rêve, en fait. Il y a un côté très raisonnable qui va toujours dire, c'est inconscient, hein, mais qui va bloquer cette capacité-là en disant, bah, de toute façon, ça n'arrivera jamais, ou ça sert à quoi, et comment dire ça, à m'auto-convaincre que de toute façon, j'ai déjà une vie géniale. Ce que je le ressens quand même, si tu veux, mais même quand j'étais dans mon travail de salarié et que j'en pouvais plus, j'étais sûre que j'avais une vie géniale. Quand je peux voir maintenant toute la maltraitance que j'ai eue, qui fait que finalement, j'ai quand même quitté ce métier. Qu'est-ce qu'il y a eu chez toi? Est-ce que tu as toujours rêvé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert à un moment donné au rêve? Alors, j'ai toujours rêvé quand j'étais salariée, mais tout de suite, en fait, je me disais, oui, non, mais jamais je pourrais me mettre à mon compte. J'avais vraiment cette croyance que pour se mettre à son compte, il fallait être discipliné, déterminé, carré, ce que je croyais ne pas être. Et puis, j'étais trop jeune, et puis ceci, cela. Enfin, j'étais trop jeune. David Laroche, à la même époque, il ne s'est pas posé cette question et on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que les croyances limitantes, quand vous vous dites, oui, non, mais cette croyance, quand même, elle a lieu d'être. Non, non, mais arrêtez avec tout ça. C'est juste l'histoire que vous vous racontez. Et ben en fait, il y a une phrase, moi, qui m'a autorisée à rêver. C'est que dans cette vision dont je vous parle, où on vous met un peu en hypnose, il y a la musique, etc., vous vous visualisez à 5 ans, etc., la personne qui animait cette vision à ce moment-là, donc c'était Paul Pironnet et Guillaume Andreu, ils étaient en binôme pour animer cette vision. Il y en a un des deux qui a dit la phrase suivante: vous êtes un enfant dans un magasin de jouets et on vous autorise à prendre ce que vous voulez. Et là, je me suis vue dans King Jouet, enfant, à regarder, tu sais, les trucs qui sont au 4e rayon qu'on peut normalement pas atteindre. Et je me suis vue avoir, tu sais, un peu, bizarrement, un peu comme des bras extensibles, genre en mode, ah, genre, je peux les attraper aussi, ceux-là, genre, tu sais, alors que maman, normalement, elle dit non, ça, c'est trop cher, ça, voilà. Et là, en fait, je me suis vue faire genre, ah, ok, c'est autorisé, bon, allez, vas-y, je mets tout. Et je me suis dit, bon, sur un malentendu, de toute façon, qu'est-ce que je risque à les mettre dans mon panier? Si ça passe pas à la caisse, ça passe pas, je les mets dans mon panier. Et donc, je me suis autorisée à écrire sur la feuille. Et sur la feuille, c'est rigolo. À côté, je marque LOL. Genre, bien sûr, ça va se réaliser, tu vois. Et du coup, dans cette vision, j'avais marqué notamment tu seras sur scène avec Guillaume Andreu et Paul Pironnet. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'ose même pas lever le doigt pour poser une question, ni en formation, ni au travail. Et je marque que je serai sur scène. Bon, bah, ça s'est réalisé en septembre 2021 à la conférence de Pascaline Kamokoé où on était tous les trois sur scène. Et je me suis dit, ce jour-là, eh ben, c'est un très bon exemple. Je pourrais dire aux gens, rêvez grand, autorisez-vous, parce que vous ne savez pas sur un malentendu. Votre inconscient sait ce que vous ne savez pas que vous savez. Et vous mettez des choses, vous encodez des choses dans votre inconscient et finalement, vous allez œuvrer petit à petit pour que ça se réalise. Génial ton exemple, j'adore. J'adore. Par rapport à ton entourage, comment est-ce que tu as été soutenu? Quel a été le rôle en fait dans ce changement professionnel? Alors, je m'étais dit qu'un jour, je la partagerais, cette anecdote, et je ne savais pas quand. Donc, en exclusivité mondiale, je vais livrer quelque chose que je n'ai jamais livré jusqu'à maintenant sur aucun de mes réseaux. Parce que c'était, d'ailleurs, tu vois, c'est un petit peu émotionnel quand j'en parle. Quand je me suis lancée, j'étais mariée. Et du coup, j'ai senti un peu de réticence de la part de mon ex-mari. J'ai senti qu'au niveau des matrices, j'allais prendre une matrice plutôt vie un peu nomade, vie un peu de... Je ne sais même pas si j'ai envie d'un lieu de vie particulier, de me sédentariser. Je ne sais pas trop si j'ai envie de travailler le week-end, le soir, que les matins. Enfin voilà, 6 mois, pas 6 mois. Et je sentais que j'ouvrais le champ des possibles et je sentais que lui était en train de vouloir fermer le champ des possibles. Et du coup, en fait, cette transition a fait que j'ai décidé de divorcer. Et donc là,
je me suis attiré toutes les foudres de mon entourage au moment où j'ai créé ma boîte. C'est-à-dire que j'ai décidé de lancer ma boîte au moment où j'ai décidé de divorcer. Et donc, financièrement, je me suis retrouvée à poil. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'ai pas de filet, je n'ai plus de filet, j'ai plus quelqu'un qui peut ramener un salaire ou quoi que ce soit, j'ai plus le soutien et en plus, je suis montrée du doigt comme étant la personne qui part complètement en cacahuète parce qu'elle quitte son job, elle quitte son mec et en plus, elle part dans des formations, elle parle de vision, de valeur, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et effectivement, j'ai perdu des amis. Et en fait, j'avoue que ces personnes qui ne m'ont pas soutenue et qui ont rigolé quand j'ai parlé de spectacles, de scènes, de conférences, ils m'ont rigolé au nez. C'est pas trop grave parce qu'en fait, aujourd'hui, ils me suivent sur les réseaux sociaux de loin. Je les vois. Et puis finalement, en fait, je me suis dit, ce changement de vie et ce divorce, je pense que j'ai gagné 10 ans, puisque c'est quelque chose qui serait certainement arrivé 10 ans après. Mais j'aurais pu, comme la vie de salarié, m'en contenter encore pendant des années. Juste manière plan-plan, c'est confortable, c'est cool. Il se passe pas trop, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, c'est assez, voilà, c'est... Et donc, je pense que ça m'a fait gagner du temps, mais ça a été très compliqué parce que j'ai été énormément jugée, énormément critiquée, énormément vraiment malmenée. Et dans tout ça, j'avais ma maman qui m'a toujours soutenue et qui a été mon pilier et qui m'a dit, mais quoi que tu fasses, je te soutiendrai toujours. Et donc, ça a été un peu mon socle, quoi. En plus, maman, elle est dans le développement personnel, donc ça a aidé. Et je pense que c'est une des seules personnes sur laquelle j'ai pu compter. Et donc, je pense que ça, c'est extrêmement important parce que j'ai carrément ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je n'ai pas expliqué aux gens la transition que j'étais en train de vivre. J'ai pas pris conscience des alliances. Tu sais, on parle souvent quand on va changer des gens à qui ça peut soit être bénéfique, soit au contraire, ça peut aussi changer quelque chose dans leur vie, le fait qu'on change. Et moi, je les ai pas du tout pris en considération. J'ai mené ma barque en me disant, ils vont bien voir que ça change. Bon, ils vont suivre le mouvement. Et non. Donc, ça, c'est quelque chose aujourd'hui où je mets beaucoup en garde les gens. C'est quand vous changez de job ou quand vous changez, peu importe ce que vous allez changer dans votre vie, ça peut être même juste l'alimentation ou le fait de se mettre au sport, faut un peu prévenir les gens qui sont autour parce qu'ils sont un peu concernés aussi par ce qui se passe. Ouais, c'est les effets miroirs, en fait, hein. Et moi, je peux voir que il y a des effets miroirs, c'est toujours la même chose. Il y a des effets miroirs qui font du bien, puis qui nous donnent l'élan de faire la même chose, en guillemets, mais en tout cas, de partir, se dire, s'il a osé, je peux peut-être aussi oser. Et puis, il y a ceux qui sont encore dans beaucoup de peur et où l'effet miroir leur fait juste montrer ce qu'ils n'osent pas eux faire et que peut-être inconsciemment ils aimeraient faire, parce que souvent, c'est même pas conscient. Et ça peut amener des scissions dans les relations, effectivement. Oui, moi, quand je suis arrivée en me disant, bon, je me suis fait coacher, super, ce qui sort, c'est que j'ai besoin d'aller sur scène et de parler et d'utiliser un peu l'expression théâtrale pour transmettre tout un tas de messages autour de la connaissance de soi. On m'a regardé, on m'a dit, oui, d'accord, en fait, tu as payé un coaching pour entendre qu'il faut faire le clown sur scène. Et là, en fait, chez moi, ça a généré, ah ouais, le dernier qui m'a fait douter de qui j'étais, c'est mon patron. Donc, en fait, il n'y a personne d'autre maintenant que je vais laisser me dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, comment je dois le faire. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi parce qu'il a vraiment fallu que je me dise, OK, je sacrifie un mariage, je sacrifie certaines relations, mais j'étais tellement animée, il n'y a rien qui aurait pu m'arrêter. Et encore aujourd'hui, celui qui me rigole au nez en me disant, oui, oh, oh, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ah, parce que toi, tu es scénariste. Parce que toi, tu vas écrire un spectacle. Watch me. Comme dirait une certaine Pascaline Camocoué, watch me. Il n'y a pas de souci. Si toi, en fait, tu n'oserais pas le faire parce que tu n'as pas le titre, ça t'appartient. Moi, je pense que j'en ai la compétence. Et si à un moment donné, je sens que j'en ai pas la compétence, je me ferai aider. Mais j'expérimente, je passe à l'action, j'essaye, je tente. Et au pire, quoi? Au pire, rien. Au pire, tu auras appris quelque chose. Ouais, en fait, des fois, je dis aux gens, mais juste prenez de la hauteur sur votre vie. En fait, on est une poussière finalement sur Terre et donc on est insignifiant.
Et donc, moi, d'arriver en maison de retraite en ayant des regrets, en me disant, ah, je ne l'ai pas fait parce que j'avais la trouille, et me dire, oh là là, si j'avais su, en fait, finalement, tout... c'est qu'une question de... Enfin, moi, je me suis dit, au pire, je me lance dans l'entrepreneuriat, au pire, ça ne me plaît pas, au pire, je redeviens salarié, au pire, je change, au pire, c'est génial, en fait, au pire, ça me plaît. En fait, on ne sait jamais. Et donc, plein de fois, on projette des choses. Notre cerveau, il est super fort pour faire projeter des peurs et des trucs qui n'arrivent que dans 2% des cas. Et encore, je ne suis même pas sûre que c'est 2%. De toutes les histoires qu'on se raconte, je ne suis même pas sûre qu'il y ait 2% qui se réalisent, quoi. Qu'est-ce qu'on risque à pas réaliser ses rêves? On risque d'avoir des regrets. Et en fait, après, on n'a plus le temps. Que c'est pas quand tu es en maison de retraite ou que tu as 4... Enfin, quoi que le mec qui a créé KFC, il a 80 ans. Donc, c'est jamais trop tard. Non, Mais c'est quand effectivement. même bête d'attendre. Ben oui, c'est sûr. Cécile Flora, j'aimerais finir avec une dernière question. Oui. Je te remercie vraiment. Là. Quand je t'écoute, moi, j'ai envie d'expérimenter encore plus. Donc, j'espère que ça donnera le même élan aux gens qui nous écouteront. Mais si tu devais donner un seul conseil aux personnes qui veulent faire ce tournant dans leur vie professionnelle, ça serait quoi? Un conseil. Ben, en fait, le conseil que j'ai envie de leur donner, ce serait une question. Qu'est-ce que tu risques à pas le faire? D'explorer qu'est-ce que je risque à ne pas le faire. Qu'est-ce que tu risques? Ouais. Ça veut dire que si je ne change pas, potentiellement, il y a des risques aussi. Hein. C'est bien ce que tu es en train de dire. Ouais. Ouais. C'est qu'est-ce que tu risques à pas le faire? En fait, il y a une étude qui a été menée dans une maison de retraite et ils ont interrogé les gens. Et j'avais publié ça sur Facebook et c'est unanime. Tous disent je vivrai plus, j'oserai plus, je me prendrai moins la tête avec les cons. Et quand il y a quelque chose dont on parlera plus, moi je dis tout le temps, si c'est quelque chose dont on parlera plus dans 5 ans, on n'y passe pas plus de 5 minutes. OK? Alors maintenant, on passe à l'action. Ah oui, je sais, il y a un conseil que j'ai envie de donner aux gens. Mais ça, je vous jure que ça, c'est une clé de la réussite. Mais j'en mets, si ça réussit pas pour vous, alors là, je vous paye ce que vous voulez. Vous apprenez, vous expérimentez, vous apprenez, vous expérimentez. C'est-à-dire que vous sortez d'une formation PNL, vous prenez un cobaye, vous prenez 2 cobayes, vous expérimentez, vous réécrivez vos cours, vous les lisez, vous expérimentez. Et à chaque fois que vous allez lire un livre, prenez des notes, expérimentez-les, mettez-les en mantra quelque part. Et l'idée, c'est pas de laisser filer les apprentissages, de laisser filer ce que vous avez lu. C'est vraiment Guillaume Andreu, il dit tout le temps, apprenez à faire caca, comprendre, appliquer. C'est ça. Et en fait, c'est une des clés de la réussite. On n'apprend pas du tennis en regardant des vidéos YouTube. C'est la répétition qui fait que c'est les petites actions répétées qui font qu'on va progresser. Et donc, c'est vraiment le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment appliquer, expérimenter tout ce qui vous semble important, que vous avez appris, qui vous a créé un déclic. Eh ben, merci beaucoup pour ce dernier conseil qui, en tout cas, chez moi, résonne beaucoup parce que, effectivement, on peut être un puits de science, une encyclopédie, mais si ça reste que là, ça ne va pas amener des grands changements dans notre vie. Il ne suffit pas de savoir, il faut vraiment passer à l'action, expérimenter, essayer. Et ce que tu as dit aussi, c'est avec des petites actions répétées. Et ça, il y a un livre, hein, James Clear, qui a écrit, comment il a écrit ce livre? Je ne sais plus comment il s'appelle en français, mais où il parle des petites habitudes et il montre que 1% de changement chaque jour amène 37% de changement au bout d'une année. Et 1%, Évidemment. Hein? Évidemment. Ben oui. Et 1%, c'est à peine 10 minutes par jour. Donc, on voit vraiment que cette notion de petites actions, en anglais, c'est Atomic Habits. Et en anglais, je crois que c'est un rien peut tout changer. Voilà. Mais évidemment, en fait, souvent la procrastination, elle est due à ça. C'est parce qu'en fait, on s'imagine les choses comme une montagne, alors qu'une montagne, on la gravit pas à pas. C'est Donc, ça. c'est à peu près la même chose pour le domaine entrepreneurial. C'est chaque jour suffit sa peine.
En tout cas, Cécile Flora, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton enthousiasme, toutes les réponses bien, comment dire ça, riches que tu as données, authentiques et riches. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, eh bien, sous la vidéo, vous allez retrouver les liens aux réseaux sociaux de Cécile Flora pour la suivre. J'avais une question, Cécile. Tes petites vidéos, là, les réels, est-ce que tu as une chaîne YouTube ou bien ça passe sur réel, puis après, vous? Alors, les réels Instagram que je fais sur l'énéagramme, ils sont disponibles sur mon Instagram, sur Cécile Flora perso pour l'instant. Enfin, ils sont sur les deux sites et puis ils sont aussi sur Facebook. Et puis après, sur mon site internet, on peut trouver les podcasts et aussi les vidéos plus longues, plus étoffées, tournées par la comédienne. Toujours de l'humour, de l'humour, de l'humour, à prendre en se marrant. Super, eh ben, écoute, merci beaucoup. De rien beaucoup. Et puis, bisous, bisous à tous ceux qui nous regardent. Voilà, bisous, bisous. Bisous, bisous à toi aussi. Et à tout bientôt dans une prochaine. À tout bientôt. Bye bye.